Introduction à l'amour, partie 8. Mère Teresa. Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est vraiment sans fin. C'est l'éternel principe un peu de la loi du karma, hein, c'est-à-dire que plus on envoie d'ondes positives, plus on a de chances qu'en retour, on ait plus de choses positives. Et inversement, plus on insulte, on maltraite, on haït, plus on balance des ondes négatives, plus on a de chances d'avoir un retour négatif. La fameuse loi du karma. Ainsi, si on est plus aimable, plus sympathique en moyenne, plus social, on a plus de chances d'avoir plus d'amis que si on est antipathique, peu de chances d'avoir une ribambelle d'amis. Donc vaut mieux être sympathique, dire parfois des choses sympas. C'est plus efficace que dire à chaque fois des reproches, des critiques ou je ne sais pas quoi encore. Khalil Gibran, celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome que l'on appelle amour. Donc déjà, un des maîtres mots de cette citation, c'est alchimie. Dans le sens, on prend plein d'ingrédients ensemble et on fait une grosse tambouille, on les mélange ensemble et on essaye de voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc en fait, quels sont les maîtres mots de l'alchimie de l'amour ? Le premier, c'est compassion. Ça veut dire une certaine forme d'amour presque inconditionnel vis-à-vis de l'autre. Mais il faut pas oublier vis-à-vis de soi-même aussi. Comme disait Bouddha, si ta compassion ne t'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Il faut être compatissant envers tout le monde, et en particulier soi-même aussi, et d'ailleurs en première position. Pourquoi être compatissant ? Parce que tous les êtres humains sont mortels, bon, on va tous mourir un jour ou l'autre, et puis au bout d'un moment on en a conscience, donc etc. On a chacun un lot de problématiques, des fois relativement difficiles, puis des fois pas cool du tout, donc chacun ses problèmes, quoi. Et on a tous une partie de malheur en soi, quelque part. Et donc, au mieux de filer une baffe à l'autre, vaut mieux être compatissant et essayer de, tant bien que mal, lui apporter un soupçon de bonheur. Après, bien sûr, la notion de respect. C'est sûr que si tu traites l'autre toujours de connard ou je sais pas quoi, il n'y aura pas beaucoup de respect, tandis que si tu lui parles généralement dans un langage amical, social, avec un minimum de respect, la relation humaine est plus fluide. Ça se passe mieux en général qu'à l'opposé si tu l'insultes toutes les 5 secondes. Bien sûr, la patience, une des vertus de toute bonne science et art. Par exemple, dans une bonne relation d'amour, faut savoir communiquer l'un et l'autre. Faut qu'il y ait une interaction entre l'un et l'autre. Donc des fois on parle, blablabla, et d'autres fois faut savoir écouter, et patiemment. Parce que des fois l'autre, son anecdote, sa problématique, ça peut durer longtemps. Donc là, faut s'armer de patience quand on écoute son amour. Bien sûr, on peut toujours, dans une histoire d'amour, faire des surprises. C'est les petits sels de la relation d'amour. Et les meilleures surprises,
c'est quand on touche pile dans une des passions de son conjoint, de sa femme. Par exemple, si sa femme aime se promener dans la nature, dans des endroits magnifiques, eh ben, un week-end de temps en temps, hop, une petite escapade du week-end dans un endroit magnifique qu'elle connaît pas. Bon, on peut imaginer plein de surprises différentes, comme, bon, de temps en temps, tiens, un joli bouquet de fleurs, ma chérie. Bon, alors le nombre de surprises différentes, c'est open bar, donc ça c'est sympa, on peut imaginer un peu les surprises que l'on veut. Mais en revanche, la règle, c'est qu'en amour, il est préférable de faire de temps en temps des surprises. Bon, bien sûr, si t'en fais tous les jours des surprises, bon, est-ce que ça devient des surprises? Si tous les jours tu répètes une surprise, bon, alors ça se discute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la meilleure façon, c'est de temps en temps, au plus tous les 15 jours à un mois, allez, bim, une petite surprise. Ça crée un certain catalyseur alchimique de l'amour, c'est les petits sels de la vie, c'est les petits plus. Comme un plat cuisiné, faut savoir doser justement sa dose de sel. C'est exquis, avec la bonne dose de sel. Si t'en mets trop peu ou trop, eh ben c'est moins bon. Jacques de Bourbon-Bussé. Aimer, c'est trouver grâce à un autre sa vérité et aider cet autre à trouver la sienne. C'est créer une complicité passionnée. Donc bien sûr, il parle de l'amour réciproque, donc bon, à deux, en couple. Et une des facettes importantes de l'amour, c'est de mieux se connaître soi-même, en particulier dans la facette que l'on ignore souvent, celle de l'amour éros. Et oui, quand on est jeune, on ignore beaucoup de choses sur sa facette de l'amour éros, puisqu'on ne peut la découvrir qu'en couple amoureux. Donc bon, quand on est jeune, on est rarement en couple amoureux. Donc on ignore beaucoup de vérités sur soi-même concernant son amour éros. Et bien sûr, pour l'autre, c'est pareil. Donc en fait, aussi, l'amour, un des ingrédients alchimiques de l'amour, c'est à la fois de trouver la vérité dans l'un et dans l'autre. Leur propre vérité. Mieux se connaître soi-même. Et puis bien sûr, toujours essayer d'évoluer positivement, à force de trouver des vérités sur soi-même, s'adapter, évoluer positivement. Et donc, bien sûr, dans un amour éros, il vaut mieux être ami qu'ennemi. Parce que parfois, dans les couples amour éros, ils passent leur temps à se chamailler, à s'engueuler, et ça y va, et ça y va. Bon, alors ils s'aiment, certes, mais est-ce qu'ils sont plus amis qu'ennemis? Bon, ça se discute. Mais en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est qu'il vaut mieux avoir un amour, éros réciproque, la base, mais l'adjoindre, l'unir à la notion d'amitié aussi. Donc, il faut mettre une certaine bonne amitié dans l'amour éros, une certaine complicité, et les maîtres mots, c'est communication et compréhension. Il ne faut pas hésiter à être complice de son conjoint ou de sa femme. C'est mieux ainsi. Et après, il y a différents niveaux de complicité. Il y a la petite complicité, bon, tu fais un petit clin d'œil de temps en temps, une petite chose comme ça. Et puis, tu as des niveaux de complexité de plus en plus hautes, jusqu'à quelque part, une des plus hautes, c'est la complicité passionnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un amour éros, je sais pas, platonique, calme, doux, tranquille, il vaut peut-être mieux avoir un amour éros passionné, où t'as la flamme de l'amour qui brûle en toi, et tu ressens des émotions vives et pulsantes au niveau de l'amour. La passion amoureuse est parfois bonne conseillère.
même si d'autres fois elle est destructrice. Ah, les mystères de l'amour. Joseph Roux, aimer savoir est humain, savoir aimer est divin. Bon, alors tout le monde n'aime pas forcément savoir. Il y en a qui préfèrent ne pas savoir. Bon. Alors, bon, comme toujours, toutes les règles ont une exception. Donc, en moyenne, l'être humain aime bien savoir de temps en temps certaines choses. Et savoir aimer est divin. Et oui, parce que aimer savoir, bon, c'est assez relativement commun, quelque part. En revanche, savoir aimer. Parce que les gens, déjà, bon, l'amour éros, puisque l'amour musical, ça, même un gamin de 5 ans peut le connaître. Mais l'amour éros, bon, au début, quand on est jeune, normalement, on n'y capte pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Bof. Puis après, bim, première histoire d'amour. Et oh là là, tiens, des émotions bizarres au fond de moi. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle étagère? Et puis petit à petit, si on a oublié d'être con, on apprend petit à petit plein de trucs sur l'amour éros. Bon, vaut mieux compléter en lisant des livres d'amour, des films d'amour, etc., des chansons d'amour. Sinon, on a beaucoup de mal à tout comprendre. Et donc, petit à petit, on commence à comprendre l'amour. Et au bout d'un moment, on acquiert un bon savoir, enfin, ça dépend des gens, mais au bout d'un certain temps de relation amoureuse, on a quelques expériences, on connaît 2-3 trucs dessus. Et plus on sait aimer, si on l'applique, bien sûr, parce qu'il y en a qui savent, mais qui n'appliquent pas. Bon, alors, ils sont un peu couillons. Il faut faire les deux, pratique, théorie, pratique, penser sa vie, vivre sa pensée, disait André Comte-Sponville. Donc au bout d'un moment, on arrive à un certain savoir sur l'amour éros, et si on l'applique dans notre couple, oh quel délice! C'est des sensations exquises produites par l'amour éros. Vraiment, c'est magnifique, et donc Joseph Roux exagère un peu en disant que c'est divin. Bon, pourquoi pas poétiquement. Jacques Steinberg. Nous avons tellement de façons complexes d'aimer, et un seul mot simple pour l'exprimer. Oui, alors, quelque part, l'amour, Eros, c'est très compliqué. C'est multivariable dans un espace de dimension infinie. Bon. Alors, quelque part, c'est un peu la vieille maxime, tous les goûts sont dans la nature. Donc, d'un certain point de vue, chaque individu a sa façon d'aimer particulière. Bon. Il y en a, c'est des jaloux, d'autres c'est des libertins, d'autres c'est des... ils emprisonnent leurs femmes, d'autres ils la laissent libre. On a un peu tous les cas de l'amour, il suffit d'observer un peu à gauche, à droite, et on a un peu toutes les variantes possibles et inimaginables. Bon. Et chaque être humain, quand on l'observe bien dans sa relation amoureuse, a sa vie spécifique amoureuse. L'homme et la femme se traitent d'une façon, bon, particulière à leur couple. Et quand on observe différents couples, on observe que c'est jamais pareil, enfin totalement. Il y a toujours, bon, des invariants, mais des spécificités à chaque personne. Chaque personne a sa façon propre d'aimer. Et alors, quand tu intègres le couple, ça fait deux amours différents à chaque fois, et qui forment un couple, une entité couple, qui est particulière aux deux amours des deux individus. Donc, chaque couple est différent. Marc-André Poisson. La sincérité, c'est la base même de l'amour. Sans elle, il n'y a pas d'amour possible. Bon, bien sûr, toujours pareil, toutes les règles ont une exception. Donc, parfois, la sincérité est mauvaise conseillère.
Il y a des cas comme ça. Par exemple, certaines anecdotes de son passé. Bon, est-ce qu'on est obligé de tout dire ou peut-on conserver une certaine dose de secret sur son passé? Pas envie d'en parler. Bon. Alors ça se discute. Mais en tout cas, en règle générale, à 80-90% des cas, la sincérité est très bonne conseillère. Alors c'est multifactoriel les raisons pourquoi c'est vrai. Une raison assez élémentaire, c'est que si tu n'es pas sincère, bon, c'est que de temps en temps tu mens. Bon, tu dis un mensonge ou plusieurs mensonges, tu racontes des histoires. Bon. Mais le problème, quand tu commences à mentir à ta femme ou à ton copain, bon, c'est que l'autre il écoute, puis comme il t'aime, bon, bah, il y a des chances qu'il retienne tes histoires. Et puis, donc, petit à petit, un mois après, ou 2 mois après, ou X temps après, si tu retombes à discuter sur l'histoire, c'est quelle version que tu vas ressortir la deuxième fois? Faut te rappeler de la version mensonge. Ben oui, parce que si tu te souviens pas de ta version mensonge de ce que tu as dit, tu vas dire quoi? Tu vas te planter, l'autre va te détecter, tac, il a menti, oh là là. Donc en fait, si t'es pas sincère, la majorité du temps, il va falloir que tu aies une excellente mémoire, sinon tu vas te faire choper. Ah, le menteur, pris en flagrant délit. Donc si tu commences à mentir, faut avoir une excellente mémoire de tous ces mensonges et les stocker bien dur dans la tête. Pouah, quelle galère. Donc vaut mieux être sincère la majorité du temps et parfois ne pas dire. Si tu dis rien, bon bah pas de problème. Tu dis non, moi je dis pas ça. Mon petit jardin secret. Par contre le reste du temps, t'es sincère. Comme ça, nos problèmes de mémoire. Tu te rappelles à chaque fois, tiens, la vérité c'est quoi? Eh ben, on repart sur le discours. De toute façon, je dis, il vaut mieux dire constamment la vérité. Du moins, ce qu'on croit être la vérité. Parce que connaître la vérité, c'est pas facile. Détecter qu'une phrase est vraie, pas si facile que ça. Jean Racine, aimer un être, c'est le rendre transparent. Bon, c'est poétique. Racine, c'était un artiste français magnifique. Bon, alors d'un certain point de vue, c'est vrai, mais il faut l'interpréter. Ça veut dire quoi que notre amour est transparent? C'est-à-dire qu'à force de le connaître, de communiquer, de le comprendre, on arrive petit à petit à une meilleure et fine compréhension de l'autre, surtout si on aime d'un amour passionné et l'autre aussi, et qu'on a le temps d'avoir beaucoup de moments passés amoureux. Donc c'est très bien. Et donc, petit à petit, on connaît de mieux en mieux l'autre, et d'un certain point de vue, parfois on sait anticiper ses réactions à l'avance. Bon, classique, si je lui offre un bouquet de roses, plus de chances de me sourire que de me filer une baffe. Bon, donc petit à petit, on connaît de plus en plus l'autre, et donc, d'un certain point de vue, il est moins mystérieux, elle est moins mystérieuse, et plus compréhensible, donc plus transparent d'un certain point de vue. Ah, Alfred de Musset. Aimer le grand point. Qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, d'un certain point de vue, aimer un être, bon, il y a plein de façons d'aimer, ça c'est sûr.
Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le corps de la femme ou de l'homme qui est le plus important, ou c'est son être spirituel interne? On aime plus quoi? Son corps, son âme? Eh ben en fait, l'amour, comme disait Shakespeare, ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Donc en fait, l'amour est une histoire d'âme à âme. Donc quelque part, le corps de la femme ou de l'homme, bon, c'est pas le plus important. Bon, c'est sympa, c'est mieux si le corps de l'autre est agréable, bon, c'est sûr. Mais c'est pas le fondement. Le fondement, c'est l'amour, l'arc-en-ciel entre les deux cœurs. C'est quelque chose de spirituel. Donc en fait, peu importe quelque part, le corps de la femme, tant qu'on l'aime. Charles-Augustin Sainte-Beuve, la grande nature admirée ensemble et le plus bel accompagnement d'un noble amour. Ah, l'éternelle balade romantique au coucher du soleil sur la plage avec son amour. Oh, un délice. Après une bonne journée, le soir, une petite balade à admirer le coucher de soleil ou je sais pas quelle beauté de la nature. Voir des chiens se balader, caresser un chat. Oh, c'est open bar. Donc en fait, dans son amour, il faut aussi l'agrémenter de choses magnifiques à voir, à sentir, à observer, à toucher, à boire, ou je sais pas quoi encore. Il faut pas rester sur le canapé avec son amour à rien foutre de la journée. Faut aller voir des belles choses, aller dans les musées, se balader, aller voir des amis. Donc, il faut varier les plaisirs le plus possible avec son amour. Alors, un coup, c'est les amis, un coup, c'est le cinéma, un coup, c'est une balade. Bon, c'est très variable. Et bien sûr, quelle est une des plus hautes sources entre guillemets, de bonheur pour un couple? Eh ben, c'est l'éternel coucher de soleil, lever de soleil, ou voir une cascade d'eau, se baigner dans le petit lac sous la cascade d'eau, accompagné d'un amour, c'est magnifique. Si on le fait tout seul comme un con, bon, c'est sympa, mais ce sera pas très jouissif. Est-ce que être tous les deux dans une petite crique avec une cascade, eh ben c'est splendide. Charles de Montesquieu. Aimer à lire, c'est faire un échange des heures d'ennui que l'on doit avoir en sa vie contre des heures délicieuses. Et oui, on a souvent des temps libres dans sa vie. Bon, pas tout le temps, tout ça. On a des corvées du travail, X, Y, Z à faire. Bon. Donc on a des corvées, on a du travail, tout ça. Mais on a aussi du temps libre. Et après, que faire de son temps libre? Donc alors, on a plein d'options possibles. Mais de temps en temps, il faut apprendre des nouvelles choses, il faut lire des nouvelles choses, il faut regarder des conférences, etc. Donc, d'un certain point de vue, il y a des gens très sportifs qui s'ennuient jamais. Dès qu'ils ont un peu de temps libre, ils vont faire du sport. Bon. Donc Montesquieu, il aurait dû un peu nuancer sa phrase, mais l'idée est bonne. Et donc, alors bien sûr, il y a différents types de livres. Il y a les livres bof et les livres absolument géniaux. Des livres révélations. Bon, il y en a plein dans tous les domaines. Des chefs-d'œuvre. Comme par exemple Victor Hugo, Les Misérables, tiens, un chef-d'œuvre. Bon, il y en a plein des livres chefs-d'œuvre. Oh là là. Donc, c'est open bar, donc de temps en temps, c'est idéal de lire des nouvelles choses. Bien sûr, c'est l'amour agapé, donc c'est important aussi. Et puis, ce qui est bien dans l'amour Eros après,
c'est que si on a lu un livre excellent sur une thématique, tout ça, après le soir ou quelque temps après, on peut le communiquer à sa partenaire, à sa femme, son homme. Et, et donc, on peut enrichir dans la discussion avec de très belles choses. Si on parle des fois de très belles lectures, ah tiens, j'ai lu Victor Hugo, Les Misérables, tatati tatata, c'était magnifique, je t'explique un peu, on en papote un peu. Donc tu enrichis la discussion avec ton amour, avec des choses raffinées, subtiles, excellentes. Victor Hugo, Alfred de Musset, Oscar Wilde ou ce que tu veux. Dès que c'est un chef-d'œuvre, c'est sympa d'en parler avec son amour. Ça enrichit, ça cultive, ça embellit. Jacques Chardon. Il faut beaucoup d'années pour apprendre certains mots d'amour. Et comme d'habitude, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas l'apprenti dès le premier jour qui sait faire un très bon métier de forgeron, c'est sûr, comme d'habitude. Au début, on est ignorant, et puis après initié, et puis après on gravit petit à petit les échelons, on apprend 2-3 trucs, on sait faire 2-3 trucs. Et donc pour l'amour, c'est pareil. Avant de comprendre bien ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme, bon, c'est pas facile. On croit que je t'aime, bon, c'est toujours les 3 mêmes mots, bon. Quand on dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, bon, on a l'impression quand on est couillon, on dit toujours la même information. Mais avec l'expérience, on se rend compte que certains je t'aime veulent dire implicitement certaines choses et d'autres je t'aime sont plus exquis, sont plus interactifs émotionnellement. Un même je t'aime, enfin les mêmes 3 mots, en fonction des événements, du moment, du passé récent de la relation amoureuse, ça n'a pas du tout la même signification interprétative. Ça, pas facile à comprendre. Et après, les 2 dernières polaroutes du même auteur, André Gide, magnifique. C'est le propre de l'amour, d'être forcé de croître sous peine de diminuer. Alors ça, c'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, bon, des fois pendant quelques secondes c'est vrai, mais en gros sur du long terme, l'amour n'est jamais constant, jamais. C'est soit il monte, soit il descend. C'est le yo-yo continuel. Youpi, soit je monte, soit je descends, soit je monte, soit je descends. Et donc, en fait, bon, bah, t'as pas le choix. Soit tu fais progresser ton amour, bon, très bien, bien joué. Soit tu te rates, ou je sais pas quoi, ou tu t'en fiches, ou je sais pas quoi, et ton amour, ben, piou, il descend, il descend, il descend. Et puis des fois, tu dis l'amour, ça va, il monte, il monte. Puis des fois, tu dis une phrase mal placée, et bam à la moindre phrase, je sais pas quoi, un méga reproche que tu fais d'un coup à ton amour, et bim Tiopi. Donc l'amour, c'est un peu comme l'eau de l'océan. Ça bouge tout le temps, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Très compliqué. Et donc, l'idée, une fois qu'on a compris ça, c'est en moyenne d'essayer plus que ça monte, que ça descend. Bon, c'est sûr, nul être humain est parfait, donc parfois on se rate et parfois, boum, ça descend. Mais en moyenne, si on monte plus qu'on ne descend, bon, bah, l'intégrale, sur du long terme, fait que l'amour augmente constamment. Et la dernière pour la route du magnifique André Gide. Le plus grand bonheur, après que d'avoir aimé, c'est de confesser son amour. Le contraire, c'est par exemple certaines femmes
Elle ne parle, par exemple, jamais de sexualité. Jamais. Elle trouve ça vulgaire, je sais pas quoi. Et donc, si t'es avec une femme comme ça, tu te dis, mais on commence à voir ce qu'elle aime pas dans le sexe, tout ça. Et c'est une partie essentielle de l'amour. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si tu dis jamais les choses que tu ressens, comment veux-tu que l'autre comprenne un peu ce qui se passe et s'adapte positivement pour essayer de faire mieux les bonnes choses qui te plaisent et arrêter les choses qui te plaisent pas? S'il n'y a pas communication des choses amoureuses, l'autre, il est un peu dans le mystère, il sait pas trop. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer. Bon, et André Gide allait très fort. Il disait plus que communication. Il disait confession. Ah bah alors là, et là c'est la grosse communication. Hein. Tu dis tout ce que tu as sur le cœur et allons-y gaiement. Bon, alors moi je nuancerais en disant qu'il vaut mieux dire 80-90% en gros en moyenne de tout ce que tu as sur le cœur. Oui, très bien. Confesser en partie tout ce qu'on pense à son amour. Mais attention, toujours essayer de conserver certains mystères, certains secrets. Il faut toujours se rappeler parfois que toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Parfois, il faut savoir dire des vérités, mais pas n'importe quand. C'est compliqué. Donc, en fait, dans l'amour, il vaut mieux intégrer la communication profonde, presque allant jusqu'à la confession de la majeure partie de ses sentiments, de ses émotions, de ses problèmes. Il vaut mieux communiquer en profondeur et traiter son amour comme aussi son amant, son amante, son ami. C'est une meilleure équation. Et puis, quel délice après d'avoir par exemple mangé un très bon gueuleton dans un bon resto, sur le chemin du retour, c'est sympathique d'en discuter. Oh là là, le plat, il était exquis parce que tatati tatata, j'ai ressenti plein d'émotions positives. Ces choses-là, c'est à faire, c'est à communiquer. C'est génial de parler de choses positives qu'on a ressenties avec son amour. Ainsi, par exemple aussi, une fois qu'on a fait l'acte sexuel amoureux, et ben parfois après, c'est très jouissif d'en reparler. Ah, c'était bien, ah, t'as aimé, ou je sais pas quoi, en parler un peu. Ne pas avoir de sujet tabou. Et la sexualité en fait partie. Il faut pas avoir peur de parler sexualité aussi avec son amour. C'est même, je dirais, presque essentiel. Parce que le sexe est une des composantes presque essentielles de l'amour éros. Surtout pour les hommes. Un peu moins pour les femmes, mais quand même aussi. Des fois, j'ai connu certaines femmes qui ont quitté leur homme, pourtant qu'elles aimaient un peu, parce que c'était un zéro en acte sexuel, entre guillemets. Et donc, il faut s'améliorer dans l'acte sexuel un peu tout le temps, s'adapter à l'autre, à ses envies, ses besoins, ses zones sensibles, tout ça. Et après, faut en parler, faut confesser. Ah là, la dernière fois, j'ai adoré quand on a fait l'amour, tatati tatata. Voilà, la partie 8 de l'amour se termine ainsi.